À tous, bienvenue mesdames, messieurs. Morosité économique, cherté de la vie, les Béninois en croient nombre d'observateurs pourraient pousser un ouf de soulagement dans les prochains mois. Cet optimisme de certains analystes tient des prévisions inscrites au niveau de la loi des finances gestion 2022. En termes de dépenses à sensibilité sociale, les dites prévisions sont chiffrées à 850 milliards de francs CFA. De quoi faire saliver plus d'un. Budget de l'État, gestion 2022. La riposte à la misère ambiante, c'est le thème en débat. Et tout de suite, nos invités en plateau, Boris Tougan, que nous retrouvons, analyste politique et le directeur général du quotidien L'Enquêteur. Boris Tougan, bonjour. Bonjour Joël. Merci. Bonjour aux chers téléspectateurs. De vous répondre. Et merci pour la disponibilité en face de vous, un socio-anthropologue qui n'est plus à présenter, M. Georges Anagono, qui est analyste politique de Sucroix. M. Georges Anagono, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs de votre chaîne et bonjour à mon co-débatteur. Oui, ils sont nombreux à faire du quotidien des Béninois une préoccupation de tous les jours, oui, presque. Chaque apparition, au moins un encadré. Boris Tougan, votre quotidien a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, à l'annonce du budget 2022, ce fut un offre de soulagement pour vous? Bon, on pourrait dire qu'à la vue de ce chiffre qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire 650 milliards. Ah ben, pourquoi vous diminuez? C'est 850. Bon, voilà, on était à 600 en 2021. Voilà, 650 en 2021 et 800 et plus en 2022. 90, c'est un point très rare. Voilà, 890 milliards, c'est bien énorme. Mais quand on est sur le terrain politique, en tant qu'analyste, on prend les déclarations des politiques comme des aspects qu'on doit analyser avec prudence, prendre avec pincette. Donc, contrairement à ce qui peut faire sursauter certains, nous sommes restés stoïques parce que l'essentiel, ce n'est pas les chiffres qui sont alignés, mais quel est l'impact réel des formules mathématiques sur la vie des populations. C'est l'essentiel. Parce que si malgré ces chiffres annoncés, on se rend compte que le panier de la ménagère reste vide, ça pose un problème de suite. Le pain, la semaine dernière, il y a eu des polémiques autour du prix du pain qui devait passer à 150. En temps, on a appris qu'il y a eu des conciliabules entre les boulangers et le gouvernement. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est que des produits de première nécessité soient subventionnés. Ça, c'est le concret. Ou soit qu'on permette aux producteurs d'avoir plus de flexibilité pour avoir des engrais. Puisque ce sont des intrants qui entrent dans la production du maïs, par exemple. Mais si le producteur avait l'habitude d'acheter l'intrant, je dis n'importe quoi, hein, le kilo à 125, qu'aujourd'hui il doit payer ça à 200 francs, ne lui demandez pas de faire de l'alchimie pour que le prix du maïs soit abordable. Donc, ce sont des faits. Vous êtes sur la piste de suggestion là. Nous allons ensemble essayer d'apprécier un peu les chiffres et les domaines dédiés et apprécier un peu l'impact que ça peut avoir sur les populations. Oui, Monsieur Georges Anagono, le budget, vous l'avez suivi, une pas belle au volet social. 850 milliards. Oui. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Encore qu'en matière politique, lorsque vous avez l'argent, vous pouvez développer des options autour. Une option, par exemple, l'option qui est évoquée, c'est à l'achat, par exemple. L'achat. Et que pour en arriver là, on a déterminé l'extrême pauvreté.
l'expression, l'extrême pauvreté, on a choisi les pauvres vraiment à l'extrême. Et après, on a parlé de césariennes, on a parlé... Donc, les pistes qui sont choisies pour dépenser 800 milliards, si on ne choisit pas les bonnes pistes, on peut dépenser 1000 milliards. Et les Béninois vont continuer de dire que, en réalité, le gouvernement est en train de les appauvrir progressivement. Et vous n'avez pas, ça n'a pas tardé, vous avez vu la semaine dernière, un opérateur téléphonique a pris une option, a mis je dirais bien, ils ont mis les pieds dans les plats. Parce que, en temps, le patron des impôts est venu dire et les taxes que nous avons annoncées sont des taxes qui ne doivent pas toucher le consommateur final. C'est la firme qui doit faire, et le lendemain, la firme a fait le contraire. Le contraire est envoyé directement sur les... Et n'a pas averti dans une soirée, c'est sorti. Heureusement, moi j'ai vu, quand le gouvernement a tapé sur la table, j'ai vu on m'a remboursé un peu d'argent qu'on m'avait pris le jour-là. Un peu, pas la totalité. Alors, non, un peu. Bon, ce que je voudrais dire, 850 milliards ou 890 milliards, pour moi, c'est très bien. C'est très bien. Encore maintenant, il faut qu'on discute des options prises par le gouvernement. Quelle orientation le gouvernement... Vous avez commencé d'ailleurs à Ouais, parler de la césarienne, qui sont les bénéficiaires quand on parle du projet H, ceux qui sont recensés dans la rubrique, ce qui a été qualifié de l'extrême pauvreté. Et quand c'est l'autorité qui dit qu'il y a l'extrême pauvreité, qu'est-ce que ça fait? Vous savez, dans ce pays, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Peut-être les jeunes n'ont pas compris ça. Dans ce pays, moi j'étais en 2A. J'étais en 2A à Paris et j'étais venu pour une recherche. Ça fait quelle année ça déjà? Je pense que c'était 2099, 99, où il y avait le milliard pour le social, où il fallait déterminer qui sont les pauvres qui doivent profiter de ce milliard-là. On n'a pas fini de déterminer les pauvres jusqu'à ce que le gouvernement s'en aille. Donc, après 5 ans ou 10 ans, il est parti. Aujourd'hui, j'ai compris que pour l'achat, on a déjà déterminé les pauvres extrêmes. Vous savez, c'est un travail très fastidieux dans les États comme les nôtres, de déterminer. Parce qu'ailleurs, ça se détermine très facilement. Mais on n'a pas eu de précision là-dessus. Hein, je viens. C'est là où, de l'autre côté, il n'y a plus de précision. Mais c'est l'organisation sociale de chez nous qui ne permet pas de faire de pareilles déterminations. C'est-à-dire que quoi? Et dans les pays développés, on va regarder votre fiche d'impôt, votre avis d'imposition. Et sur votre avis d'imposition, on voit combien vous avez déclaré, combien a été votre ressource l'année dernière. On peut dire ceux qui ont jusqu'à, disons, 200 000 francs l'année, c'est à partir de là qu'on veut déterminer les plus pauvres. Donc, 200 000 jusqu'en bas, on les connaît. Il suffit d'interroger le fichier. On a la déclaration d'impôt de chaque famille et on sait combien ça fait. Mais lorsque vous êtes dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas de déclaration fiscale, où personne ne connaît les revenus de personne dans notre pays, c'est-à-dire ceux qui sont officiellement dans le système officiel, avec fiche de paye, mais ils sont combien? Ils sont combien? Par rapport à ceux qui n'ont pas de fiche de paye. Un ami a ouvert une entreprise et je lui demandais combien tu gagnes. Il dit, mais quelle question tu veux poser? J'ai ouvert mon entreprise et tu me demandes combien je gagne. Et pourtant, la norme aurait été que dans sa propre entreprise, on lui fixe un salaire. Et que c'est seulement ce salaire-là qui lui revient. Parce que l'autre, c'est le capital social. Et donc, lorsque nous n'avons pas ces éléments-là avec précision, c'est difficile de gérer le social. Mais ce qui intéresse ma mère qui est restée au village, c'est que mon enfant a plus d'argent, maintenant il me donne plus. Avant il me donnait 10 000, maintenant il me donne 15 000. Mais qu'est-ce qui va permettre à un fonctionnaire de faire ça? C'est sa fiche de paye qui va lui permettre de faire ça. C'est lorsque, cette année, dans ce budget-ci, il gagne plus que l'année dernière, il pourra donner plus que l'année dernière, il pourra donner de cocotte plus à la maison, il pourra habiller mieux les enfants. Et vous voyez comment le social prend l'essor. Ça décolle. Mais l'achat, c'est une bonne chose qu'on puisse soigner les gens. Mais celui qui n'est pas tombé malade jusqu'à la fin de l'année, c'est vrai que c'est un système de solidarité, mais celui qui n'est pas tombé malade jusqu'à la fin de l'année, comment voulez-vous qu'il sente que le gouvernement a fait du social? Lui dira qu'il n'a rien senti. Et pourtant, c'est une bonne option de dire, nous allons développer la solidarité dans notre pays pour que plus personne ne meure de palud parce qu'en temps, il n'a pas pu se soigner. C'est ça l'option du gouvernement. C'est pourquoi je disais qu'il va falloir déterminer les options autour desquelles, par exemple, aujourd'hui, on a senti que les 5%
sur les transferts chez MTN, là, le gouvernement a dit non. Mais vous avez entendu l'opérateur. L'opérateur a dit, nous continuons les négociations avec le gouvernement. Parce que, à ce que je sache, je ne suis pas financier, mais les trucs de taxes, c'est collecter et remettre. Un financier, je ne sais pas s'il a raison, il dit, les taxes, c'est collecter et remettre. Et à partir du moment où je n'ai pas collecté, vous ne pouvez pas me demander de vous remettre. Et pour collecter, il faut que l'État donne. Donc ça aussi, c'est une milieu qu'il faudra clarifier et expliquer aux populations pour qu'on sache que désormais, eh bien, les 5% qu'on avait demandé aux populations de donner, le gouvernement les a dispensés de cela. Okay. Parce que l'opérateur pour la... Donc, je voudrais me souvenir pour dire, oui. C'est ça que nous allons chercher. Décortiquons à quoi vont servir les 890 milliards réservés par le gouvernement. Parce qu'il faut faire attention. L'année dernière, le gouvernement... On découvre ça que pour le social, on avait sorti 600 et quelques milliards. Mais les gens, c'est encore l'année où les gens ont crié plus dans la République. Pour dire, voulez-vous dire que ça risque de crier encore? C'est pour ça que je dis, il faut qu'on détermine les options et qu'il faut qu'on soit clair. Parce que les 650... On va avancer, permettez. J'imagine que Boris brûle d'envie d'en parler aussi. Votre vis-à-vis a commencé par la césarienne et le projet ARCH. Votre regard? Bon, moi, la façon dont cet aspect de la question a été présenté me posait un problème. Parce que je crois avoir entendu le porte-parole du gouvernement dire que la gratuité de la césarienne était supprimée. Mais quelle est la nouvelle formule pour prendre en charge les bonnes dames? Parce que, si j'ai bonne mémoire, c'était une action qui avait été initiée par le gouvernement précédent pour soulager les bonnes dames en travail. Maintenant, moi je pense que quand nous voulons présenter un projet, nous devons bien choisir les éléments de langage pour ne pas choquer les populations. Parce que quand vous présentez, il y a un de mes professeurs qui me disait que la façon de présenter un problème est le remède à ce problème. C'est la façon de présenter un problème qui permet de résoudre le problème. Donc, aujourd'hui, les bonnes dames n'ont pas une idée précise de comment est-ce que elles seront prises en charge dans le cadre de la césarienne. On a annoncé des chiffres. Mais avant, quand vous êtes une femme en travail, vous allez dans un centre de santé, il y a un kit qu'on vous remet. Et tout le monde sait que c'est gratuit. Mais aujourd'hui, il y a un mêlé-mêlé autour de cette offre-là. Si bien qu'on ne sait pas. On peut dire que vous saluez le projet, mais vous voudrez qu'il y ait plus de communication afin qu'on sache comment ça va se passer concrètement. C'est bien ça? Non, pas plus de communication. La césarienne est-elle toujours gratuite ici au Bénin? Le gouvernement a annoncé avec le nouveau budget la gratuité de la césarienne plus que jamais une réalité et les femmes vont pouvoir être bénéficiaires. Non, ce n'est pas ce que toi et moi nous disons dans ce studio qui est l'essentiel. Non, attendez. Une bonne dame qui vend dans un marché des Zobo ne comprend pas le niveau de langue qui est le nôtre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une femme béninoise est rassurée que la césarienne est toujours gratuite? Là est la question. Il ne faut pas qu'on installe de l'imbroglio autour des questions qui sont quand même simples. On n'avait pas besoin de venir dire des choses par rapport à la césarienne pour dire qu'on a fait. La césarienne est-elle toujours gratuite, oui ou non? C'est l'essentiel. Avec le budget 2022, la gratuité de la césarienne est un acquis. Donc on n'avait plus besoin d'en parler. Puisque la césarienne a été toujours gratuite depuis, peut-être 10 ans. Il y a eu quelques flottements. Non, il y a eu des idées autour, Boris. Il y a eu, par exemple, qu'on a supprimé l'agent de césarienne. Ça a été supprimé, ça a été fermé, cette agence-là. Et donc, les gens disent, si c'est supprimé, cela veut dire que césarienne n'est plus gratuite. Et donc, le gouvernement avait besoin, effectivement, d'expliquer aux gens que pas un autre mécanisme, comme peut-être il dit, ce mécanisme-là n'a qu'à être démontré pour que les populations puissent savoir que on a fait partie de l'agence, mais on a
installer un nouveau mécanisme qui permet de vraiment prendre en charge la césarienne gratuite. Alors, Boris Tougan, c'est ça, la gratuité au niveau de la césarienne, le projet H pour les plus démunis, ceux qui sont dans l'extrême pauvreté. Comme le disait le doyen, nous devons faire plus simple. Parce que quand nous posons un problème, il faut tenir compte du niveau de la population pour faire passer le message. Et quand on dit extrême pauvreté, quelle est la tranche de la population béninoise qui est concernée? Et pour ne pas s'enliser dans les pirouettes, moi je pense que nous devons faire plus simple et dire quel est le mécanisme direct qu'on met en place pour impacter les populations qui sont dans la nécessité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, mais qui ne vont pas dans les hôpitaux. Ils meurent à la maison. Parce qu'ils n'ont pas le strict minimum pour s'acheter des médicaments. C'est de ces choses-là qu'on doit parler de façon directe. Mais poser H dont la définition est compliquée, moi je pense que nous devons aller en arrière pour fouiller. Il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de travaux, dont il y a des documents volumineux, à l'AFIA 2025. Ce sont des recherches qui ont été déjà faites et nous pouvons nous inspirer de ces choses-là pour aller plus vite dans le social qui a été attendu depuis 2016. Donc si on décide de faire le social en 2022, moi je pense que si ça a été décidé dans un conseil des ministres, une semaine après, on doit se rendre compte de l'effectivité de la chose. Parce que nous sommes en train de finir le premier trimestre de l'année 2022. Et en matière d'exercice budgétaire, ça commence en janvier. Donc, le temps n'est pas statique, ça tourne. Donc, on doit tenir compte pour que, à la fin, parce que le chef de l'État, il a dit, je vais faire ce travail pour que, in fine, je sois porté en triomphe. Et on n'a plus assez de temps. On a fini de pavoiser nos villes de campagne. Maintenant, qu'on a décidé de faire du social, moi j'estime qu'il faut aller plus vite pour qu'on ait du concret. Et là, c'est vous qui dites qu'on a fini, le gouvernement à travers ce budget, c'est ça. On a fait des énoncés, comme disent certains. Maintenant, il faut le support financier pour accompagner les idées. Et c'est ça le budget. Et parler des voies dont vous parlez, il y a d'autres qui seront encore prises en compte dans ce budget. Donc le social, on parle un peu là des mécanismes mis en place pour accompagner, mais aussi des options. Et au niveau des options, vous permettez, M. Arago, nous jouerons avec M. Tougan. Quand on prend l'extrême pauvreté que vous avez évoqué tout à l'heure, en considérant un peu ce qui est le quotidien des Béninois, vous avez dit, pour que plus personne ne meure à la maison, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agira simplement de l'implémenter et qu'il y ait du cœur à l'ouvrage et espérer impacter les populations? Bon, contrairement à ce que je déplorais tantôt, vous semblez les comprendre. Mais je parle du Béninois lambda, mon cousin du village. Est-ce que dans la maternité ou le centre de santé de chez lui à Guanamé, il a les médicaments essentiels? Est-ce que on a recruté plus d'agents de santé? Est-ce que quand il y va, l'assurance maladie universelle est une réalité là-bas? C'est de ça qu'il est question. Sinon, vous et moi, on aura beau parler le beau français chatoyant ici, mais les populations ne touchent pas des doigts à la réalité de ce qui est dit. Et par rapport à ça, du travail pour la presse, surtout ces organes qui ont comme ligne d'enquêter, d'aller fouiller, comme votre organe, l'enquêteur, pour dire si effectivement sur le terrain, il y a tout le plateau technique adéquat, est-ce qu'il y a la spontanéité dans l'accueil, c'est le début de la guérison, nous dit-on,
Est-ce que sur le terrain, il y a le personnel soignant? Et tout ça sera rapporté et l'autorité en prendra bien note. Alors, on continue avec les options. Il y a la cantine scolaire. J'aimerais bien rester avec Boris Tougan, père de famille et autres. Les cantines scolaires. Le gouvernement veut bien imparter cette fois-ci 1 million d'enfants. Bon, je pense que sur ce plan, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées parce qu'on a découvert quelques cantines dans des écoles. Mais pour ma part, c'est la gestion qui est faite de ces cantines scolaires qui pose problème. Parce qu'on a vu des directeurs d'école qui se sont retrouvés en détention pour vol de 3 kilos de riz ou de ceci. Moi, je pense qu'on aurait pu mettre en place un dispositif qui puisse permettre aux directeurs d'école et autres de ne pas être mêlés. Parce que la finalité, c'est le plat des apprenants. Mais si on débourse de l'argent et que les écoliers ne le ressentent pas, ça pose un problème. Et ce n'est pas, moi, je ne pense pas que ce soit la faute d'un directeur d'école si, du jour au lendemain, au lieu de s'occuper des activités pédagogiques, il se retrouve dans un rôle de régisseur, de bouffe. Ça pose un problème, il n'est pas préparé. Donc, en dehors du fait qu'il faut multiplier... Vous ne voulez pas dire que cela l'autorise à garder pas devant lui des sacs de riz qui ne lui reviennent pas de droit? Non, on n'en a eu aucune preuve. C'est des histoires. Ceux qui ont été arrêtés? Non, on ne peut pas justifier concrètement ce qui s'est passé réellement. Donc, moi, je pense que, en dehors du fait qu'on a augmenté le budget par rapport à ce projet-là, il faut repenser le mécanisme. Parce que tout ne suffit pas de faire des annonces. Comme le disait tantôt le doyen, si on décide de dépenser 1000 milliards, on peut dépenser 1000 milliards. Mais quel est l'impact? Là est la véritable question. En parlant d'impact, je reste au niveau des cantines scolaires, mais je vais aussi au niveau de l'éducation en général. C'est-à-dire les cantines scolaires pour les enfants, comme on le sait, mais la question de la prise en charge des enfants, surtout des filles, la gratuité au niveau de leur scolarisation, mais aussi plus d'infrastructures. Non, la gratuité au niveau de la scolarisation, je pense que dans les documents aussi, on a dit on va intensifier. Oui. On va intensifier Oui, cela. oui. Ça veut dire qu'il restait toujours beaucoup à faire. Tout à beaucoup fait. à faire. Mais je reviens d'abord sur la question des options. Des options. Si on ne prend pas de bonnes options, les 890 milliards, ce sont nos sous. Non, et précisons, c'est 850 milliards 800. contre 690 l'année dernière. Oui, non, d'accord, merci pour la précision. 850 milliards. Oui. C'est notre argent. C'est notre argent. Et ce gouvernement, s'il sait vraiment utiliser notre argent, c'est-à-dire que le gouvernement sait où il faut aller chercher l'argent, et surtout dans la poche des citoyens, c'est-à-dire les impôts, d'accord? Et quand on collecte ça, on voit sur le terrain que le gouvernement est en train de faire ce qu'il faut avec notre argent. Et donc, maintenons-nous autour des 850 milliards pour ne pas les perdre. Je vous donne juste un exemple pour question d'options. Et la dernière fois, j'ai un ami qui a un groupe de presse, je ne vais pas nommer, mais pour les 18 ans de ce groupe de presse-là, ils ont posé un acte et que des commentaires, les gens ont dit, voilà un individu qui fait plus que le gouvernement. Vous savez ce qu'ils ont fait? Voilà. Quelqu'un qui fait plus que le gouvernement. Un individu. Et pourtant, c'est minime, c'est très minime l'action qui a été posée. Mais c'est une question d'option, c'est ça que je voulais vous dire. Ils sont allés à l'hôpital je pense l'hôpital de zone de Caravi. Et il y a des femmes, des bonnes dames qui ont accouché, mais faute d'avoir payé, la facture sont gardées. Vous voulez dire que ça continue? Mais je veux dire, il n'y a pas, je ne sais pas si ça fait 2 mois déjà qu'ils ont fêté les 18 ans de leur groupe de presse. Et donc, je ne sais pas qui leur a donné l'idée ingénieuse. Ils sont allés, et avec caméra, ils ont payé les factures de ces bonnes dames qui doivent, les dames disent, ce soir, je vais pouvoir dormir chez moi. Comment allez-vous expliquer à cette dame que quelque part, le gouvernement a pris 850 milliards pour faire du social et que lui, et que elle, parce que son mari n'a pas trouvé l'argent pour garder, et ils sont, j'ai entendu
Et je pense une infirmière responsable parlait de les maladies comment on appelle ça? Les maladies attrapées à l'hôpital. Nosocomiales. Attrapées à l'hôpital. Les dames disent, mais elles ont déjà accouché, elles doivent partir. Et elles restent là. Ça crée un autre problème pour nous, c'est qu'elles peuvent encore attraper d'autres maladies. D'accord? Et donc ce groupe de presse est allé poser cet acte. C'est ça que j'appelle question d'option. C'est ça que j'appelle question d'option. J'ai entendu quelqu'un me disait que dans les écoles, puisqu'il a parlé de cantine scolaire, puisqu'on a commencé, et c'est normal, peut-être qu'il faut de la formation pour cela, puisque tu disais que, Boris disait qu'ils ne sont pas formés pour. Il faut alors prendre de l'argent pour les former. Mais il paraît que dans des écoles, les directeurs refusent de s'occuper de la cantine scolaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas aller en prison. Et ils disent non, on ne veut pas aller appeler les parents d'élèves, ils n'ont qu'à s'en occuper. Moi, j'ai pris une option. Et d'ailleurs, ma formation de sociologue m'oblige à avoir cette option-là. Quand je passe partout, même la dernière fois, jusqu'aux États-Unis, et mon hôte m'avait amené dans une cérémonie. Et dans cette cérémonie, en fait, tout le monde me regardait. C'est pas pourquoi beaucoup de gens me regardaient. C'est pas pourquoi on me regardait. Et c'est quand on est sorti de la cérémonie que les gens ont dit, c'est vous, non? C'est vous, monsieur Anangourou, c'est vous qui défendez le gouvernement, c'est vous qui faites ceci. Vous savez, mon option à moi, je sais que ceux qui sont autour du chef, il est de notre coutume de ne pas lui dire la réalité de ce qui remonte du terrain. Le chef a besoin de savoir la réalité de ce qui remonte du terrain. Et moi je dis, ce qu'il faut dire ce matin, prenons une très bonne option sur les 850 milliards. Pour que les gens puissent sentir. L'année dernière, nous avons fait 650, comme vous êtes. 690 l'année dernière, dans le budget passé. Mais la pression était telle que le chef de l'État, quand il voulait prêter serment pour son second mandat, a dit, cette fois-ci, je ferai du hautement social. D'accord? Si 690 milliards n'ont pas permis d'atteindre le hautement social, est-ce que c'est 850 milliards aujourd'hui qui vont permettre d'atteindre le hautement social? J'ai dit c'est possible, mais prenons les bonnes options. Prenons les bonnes options. C'est-à-dire, si on augmente cantine, qu'on s'assure que ceux qui vont gérer cantine ne gèrent pas avec la peur dans le ventre, mais gèrent ça normalement pour que ça puisse aller et satisfaire les écoliers, pour les maintenir à l'école. Parce que les cantines scolaires, c'est une bonne chose, c'est pas seulement chez nous. Vous savez, par exemple, dans le budget, je ne sais pas lire un budget, je suis littéraire, mais il semble que, par exemple, les voitures neuves, achetées neuves comme ça, sont dispensées de frais de douane. Je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai. Cette option-là, par exemple, est une option qui fait rentrer de l'argent dans la poche des riches. Parce que ceux qui achètent les voitures neuves, eh bien, ce sont les riches. Nous pouvons dire à notre président de la République que, comme les gens sont déjà riches pour prendre 40 millions pour s'acheter une voiture, si c'est 5 millions pour faire la douane, qu'ils ont les moyens de le faire. Et que ces 5 millions-là, le gouvernement n'a qu'à les collecter pour venir à l'hôpital de zone de Caravi, pour trouver qu'il y a des gens qui ont accouché et qui sont en train de dormir là depuis des mois parce qu'ils n'ont pas pu payer la facture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en cela que moi je parle d'options. Et dans ce pays, nous avons des sociologues. Et souvent, je dis à mes collègues, mes amis, même mes profs et tout ça, sociologie, pour dire, mais prenez votre responsabilité. Discutez. Quand il y a un sujet de société, prenez ça. Parlez-en, écrivez là-dessus. Moi, je félicite déjà le gouvernement de réserver les 850 milliards, mais je m'attacherai, en tout cas, chaque fois que vous allez m'appeler pour me donner la parole, je chercherai les moyens de dire qu'il faut qu'on prenne une bonne option sur les 850 milliards, parce que, en fait, Boris parlait de COB. Nous n'avons de leçons à donner à personne. Personne. Les gens qui sont autour du chef de l'État, la direction qui s'occupe de la communication, c'est des gens qui sont très, très chauds là. Mais il y a un gouvernement qui est passé. Par exemple, césarienne gratuite, vous bavardez. Ils en ont parlé tout le temps et partout. Et aujourd'hui, malgré que ce gouvernement est parti, on sait que ça a commencé par eux. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on fait de microfinance
de manière peut-être plus technique. Et je voudrais juste renouveler pour dire, quand c'est trop technique, ce n'est plus social. Donc, on fait beaucoup plus technique. Mais les gens ne sont pas informés. C'est une fois en passant qu'on en parle. Prenons le langage qu'il faut, adoptons le langage qu'il faut et expliquons les choses aux gens, parce qu'en fin de compte, le gouvernement qui est venu dire « je vais faire de hautement social dans ce manga-ci », c'est un gouvernement qui a vécu sur de l'austérité. Alors, est-ce que le langage participe vraiment au quotidien des populations en général? Alors, on est dans le hautement social. Est-ce qu'on a besoin vraiment de beaucoup parler avant que les citoyens ne sentent que ça, c'est du hautement social? Il faut expliquer. Parce que... si vous ne vous expliquez pas que c'est du hautement social, vous ne saurez pas, même si on fait du hautement social vis-à-vis de vous. Non. La méthodologie, la meilleure méthodologie, c'est d'expliquer. Je vais vous donner un exemple. Quand on a voulu faire ce que on a appelé asphaltage, on a demandé à certains relais de parler de déguerpissement. On a toujours fait les voies à Cotonou. Cotonou de 2016 n'est pas Cotonou de 2001 ou de 90 ou de 1980. Il y a eu toujours des projets d'aménagement qui se sont déroulés à Cotonou. Mais personne n'a jamais parlé de déguerpissement. Dans une brutalité, avec un préfet qui jouait les ploucs. Et c'était pas bien séant. On n'avait pas besoin de tout ça. C'était la communication qui était organisée autour a conduit à ce que les populations soient braquées. Les populations de Cotonou étaient braquées. Et la suite, vous avez vu, sur le plan politique, il y a eu de la tension. Donc, j'ai l'habitude de le dire que la conduite des politiques publiques doit être confiée à des experts. Ça s'apprend à l'université. Le management des politiques publiques, ça s'apprend à l'université. Vous ne pouvez pas prendre une réforme et la mettre en œuvre comme si vous êtes dans votre entreprise privée. Les politiques publiques, ça concerne un cadre et des hommes avec lesquels il faut communiquer. Donc, le gouvernement fait ce qu'il peut. Mais il faut savoir que le chef de l'État qui est garant de l'action publique n'est plus dans le rôle de chef d'entreprise. Il gère un pays. Alors, restons dans le concret avec ce qui est. L'appel est hautement social. Les populations attendent de voir comment ça va se traduire. Et il y en a aussi qui disent qu'ils attendaient depuis cette mamite qui est sur le feu. Et peut-être que c'est l'occasion. Monsieur Boris Tougan, pour que le hautement social puisse impacter les populations, pour reprendre l'autre expression de votre vis-à-vis, est-ce que les options actuelles sont prometteuses ou il faudra les repenser? Forcément, il faudra les repenser. Parce que, en quoi faisant? Voilà. Le doyen donnait un exemple qui m'a fait sourire. Si on dit que les véhicules neufs à l'achat seront exonérés de douane, je ne sais pas si c'est aussi du social. Donc, si on doit faire la part belle à des gens qui sont déjà rassasiés et mettre ça dans le social, moi, ça me pose un problème de suite. Aujourd'hui, est-ce que le plus pauvre est taxé au même niveau que le plus riche? Nous devons savoir ces choses-là. Puis si quelqu'un gagne, je dis n'importe quoi, hein, si quelqu'un gagne 1 million par an comme revenu et qu'on lui applique la même rigueur fiscale, ça pose un problème. Sur un autre pan, nous avons vu des structures qui avaient été créées, qui existaient depuis des lustres, comme l'ONASA, comme l'ONS et d'autres,
qui servait de relais par rapport aux subventions. Parce que l'ONASA, par exemple, c'était une structure qui était utilisée pour subventionner les céréales que les populations pouvaient acheter à moins de coûts. Et ces structures ont été supprimées. Alors que les impacts de leurs actions sont visibles. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Pour moi, c'est le concret, ça. C'est ça. Oui. Maintenant, est-ce que les attributions de l'ONASA ont été confiées à une autre structure? Je ne sais pas. La SONAPRA aussi n'existe plus. Donc je veux comprendre. Ce sont des questions que les populations se posent et je Pour l'instant, l'enquêteur n'a pas encore porté la voix des populations. Fait le gouvernement pour savoir. Non, nous faisons toujours ce que nous pouvons. C'est le nom du journal qui vous a dit ça ou... Oui, le quotidien, il est le patron de l'enquêteur. Et s'il y a des zones d'ombre, ils font souvent l'effort. Nous faisons toujours ce que nous pouvons. Mais quand vous êtes en minorité, dans ce vacarme assourdissant où il y a près de 50 à 60 quotidiens qui font l'éloge du régime, vous voyez on est échelé, on est en minorité. Donc, mais ça ne nous empêche pas de faire notre travail. Alors, M. Anagono, vous qui tenez aux options, on comprend leur pertinence. Les Béninois, leur préoccupation d'aujourd'hui, c'est de pouvoir s'offrir ce qu'ils veulent bien. Aller se coucher, non plus les ventres creux, mais au moins quelque chose de consistant dans le ventre. Avec ce hautement social et ce budget, est-ce qu'on pourra y arriver ou que faudra-t-il ajouter en termes d'options? Oui, en termes d'options, par exemple, il y a une option qui existe déjà. Je pense que ça fait partie du hautement social aussi. C'est l'augmentation du salaire, l'augmentation du SMIC que le gouvernement a promis. Ça se passe partout. Vous savez comment les pays développés ont relancé l'économie ont organisé la résilience de l'économie face à la COVID-19? On a donné de l'argent directement aux ménages. Ce n'est pas de l'argent frais, directement aux ménages. Pour dire les ménages qui ont des ressources jusqu'à tel niveau, le gouvernement vous apporte un appui de 250 €, de 400 €, des trucs comme ça. Parce qu'on est convaincu d'une chose, ce qui va relancer l'économie, c'est la consommation. Et s'il n'y a pas la consommation, on ne peut pas. Or, le social que nous faisons ne nous a pas permis encore de donner de moyens aux ménages pour relancer notre économie, pour relancer la consommation, pour relancer notre économie. Ça veut dire que nous devons chercher les moyens qu'il faut. Et un des moyens, par exemple, c'est qu'il faut aller vite par rapport aux questions d'augmentation de salaire et d'augmentation de SMIC. On est en train de terminer le premier trimestre de l'année. Il faut aller vite pour que le hautement social de cette année-là, il puisse avoir quelque chose qui entre dans la poche directement de consommateurs. On a l'habitude de dire quelque chose au Bénin, on dit, lorsque le fonctionnaire est bien, le pays est bien. Il se permet de consommer. Il permet à ceux qui sont autour de lui de consommer. Je ne dis pas le fonctionnaire, je dis le travailleur. Le travailleur. Parce que l'augmentation, certainement, va concerner les privés aussi. Je voudrais demander aux techniciens d'aller vite, pour que nous puissions tenir, excusez-moi, nous puissions tenir ça comme élément tangible en matière d'option. Il disait quelque chose pour dire, est-ce que le gouvernement va subventionner les produits de consommation? C'est aussi un mécanisme qui est difficile pour le gouvernement. Parce que le gouvernement peut subventionner et le commerçant peut se comporter autrement et extravertir. Et la preuve, c'est ce qui est arrivé avec MTN. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais là, avec un peu plus de suivi, est-ce qu'on ne peut pas arriver à mettre les gens au pas? C'est mon souhait. C'est mon souhait. Et moi, au passage, j'ai dit ces choses-là. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que le président Talon a de très bonnes volontés en matière d'options pour le développement de notre pays. Et comme on ne peut pas avoir cette option-là toute seule, il s'est entouré du gouvernement et de beaucoup de techniciens. Ce qui est bien, c'est qu'il est à son second mandat. Ceux qui sont autour de lui sont si proches de lui. Il faut qu'ils apprennent à remonter au chef de l'État, ceux qui émanent du peuple, du bas peuple, ceux qui émanent du bas peuple. Parce que moi, je n'accepterai pas que tant de bonnes actions, tant d'efforts menés par ce régime, que le bas peuple n'en profite pas. Je ne peux pas accepter.
Parce que quelqu'un peut dire demain, j'ai acheté ma Mercedes-Benz en 2022 parce qu'on avait supprimé les droits de douane sur les véhicules neufs. D'accord? Mais le pauvre, qu'est-ce que lui dira? Qu'est-ce que lui dira qu'il a fait pendant l'option de retournement social de 2022? Je tiens à cela. Et à tout moment, je ferai en sorte qu'un jour, peut-être au hasard, le chef de l'État soit au courant que nous devons prendre de bonnes options pour utiliser les 850 milliards de retournement social pour 2022. Certainement que peut-être en 2023, ce serait 1000 milliards. C'est possible parce que c'est l'option qui a pris sur la trajectoire. Mais si nous utilisons mal l'argent, si nous utilisons l'argent là où il ne faut pas l'utiliser, eh bien personne ne dira au chef de l'État qu'il a fait du social avant d'aller au retournement social. Parce que les choses que nous voyons tout de suite, qui sont devant nous, ne nous permettent pas, ou bien les efforts qui sont en train d'être faits ne sont pas orientés vers le bon endroit, et que par conséquent, moi, je voudrais dire, si on prend les bonnes options et qu'on les suit, on peut aller de l'avant. Ne pas se comporter comme le fonctionnaire de FMI qui est venu au Bénin, comme le fonctionnaire de la Banque mondiale qui est venu travailler au Bénin. Ne pas se comporter comme cela, mais se comporter comme un Béninois qui a vécu ici, qui connaît les réalités d'ici et qui sait que pour que au village, on puisse se sentir à l'aise, c'est qu'on puisse donner le petit déjeuner aux enfants, à midi qu'ils puissent manger et que le soir qu'ils puissent manger. Vous assurez cela, eh bien vous avez assuré de retournement social pour le peuple béninois. Oui, M. Boris-Tougan. Il y a des aspects qui m'interpellent dans la dernière intervention de mon doyen. Moi, je ne veux pas prendre pour parole d'évangile la volonté annoncée d'augmenter les salaires ou le SMIC. Même s'il y a un travail qui se fait avec les partenaires sociaux. Bon, heureusement que en temps, les secrétaires généraux des syndicats se sont réveillés de leur torpeur, parce qu'il fut un moment où je me suis demandé, mais bon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Parce que c'est comme s'il n'y avait plus de syndicats dans ce pays. Autant des Azoua, Todinou et autres, la veille était permanente. Mais il fut pendant 3 ou 4 ans, je me suis posé des questions. Sinon que, sur cette affaire d'augmentation des salaires, ils ont failli être floués. Parce que j'ai appris qu'on veut augmenter les salaires, mais de l'autre côté, les taxes qui seront greffées sur ces salaires-là ne leur permettraient pas de s'en sortir. Heureusement qu'ils ont compris qu'il y avait un challenge qu'il fallait négocier et rester vent debout. Donc, pour moi, l'action publique doit être sous-tendue par la bonne foi. Parce qu'on ne peut pas, dans la gestion d'un pays, on ne peut pas tout le temps faire de petits exploits et se débrouiller. Ça, le jonglage ne dure pas longtemps. Parce qu'à un moment donné, c'est comme en France. Et Emmanuel Macron, il jonglait, puisque c'est l'homme des finances, du milieu des finances, il a jonglé, mais à un moment donné, ça lui a pété au visage. Et c'est là où on a vu la naissance des Gilets jaunes. Donc, c'est une évidence que quand vous voulez gérer un pays, il faut tenir compte des principes. Quelle que soit la philosophie, quelle que soit l'option économique, en macroéconomie, qui conduit vos actions, il faut être conséquent envers soi-même. Donc, vous avez l'impression que ça manque? Non, moi je pense que il y a des gens autour du chef de l'État qui n'ont pas le contenu nécessaire pour lui dire la vérité, même s'ils sont des techniciens. Moi, quand j'aime quelqu'un, je lui dis la vérité. Parce que je sais que si je ne lui dis pas la vérité à l'instant où il fallait, à l'évidence, il se rendra compte que je n'ai pas été objectif et honnête avec lui. Donc, c'est de cela qu'il est question. Il faut dire la vérité au chef. Depuis ce que vous venez de proposer, il y en a d'autres à pouvoir parcourir pour espérer voir les annonces faites en phase avec le quotidien des Béninois. Oui, ce n'est pas que ceux qui doivent faire les fiches
n'ont pas conscience du contenu du travail à abattre. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il y en a qui tiennent au poste. Alors que le chef de l'État, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. C'est pourquoi, dans le droit politique béninois, on dit qu'il est une institution, qu'il a besoin d'une équipe. Donc, ça ne sert à rien que des gens soient payés, mais qui font semblant de travailler, mais qui ne le font pas. Sinon, on aurait pu dire, par exemple, dans la mise en œuvre du PAG 1, il y a des entreprises qui étaient sur place, que ce soit dans les BTP, la gestion des contrôles des travaux, ouvrages délégués. Il y a des entreprises qui étaient là. Mais pour moi, ce n'est pas pertinent de laisser tous ceux-là et d'aller chercher d'autres entreprises de je ne sais où, qui n'étaient pas ici, qui ne payaient pas les impôts. Il y a des entreprises qui étaient au Bénin, qui payaient des impôts depuis des décennies, mais qui, depuis 2016, ne gagnent plus de marché. Ils ne sont plus sollicités ou on ne les prend plus en compte dans les commandes publiques. Vous voulez dire que c'est des options malheureuses oui, puisque, comme le disait mon doyen, quand un travailleur béninois gagne de l'argent, c'est beaucoup de personnes qui en profitent. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui travaillent au Bénin. On ne sait pas où elles étaient. Quand ils gagnent l'argent public, on ne sait pas où ça va. Donc, moi, je pense que ces formules doivent être repensées dans le hautement social. Puisque, je vous donne un exemple, si une entreprise qui était ici depuis 20 ans ou 30 ans gagne un marché, ce sont des travailleurs béninois qui vont en profiter. Donc, c'est du concret, je parle. Sinon, nous allons faire des annonces, nous allons parler à longueur de journée, mais il n'y aura pas d'effet. Et in fine, le chef de l'État, vous savez, moi, je suis direct et honnête. Moi, j'ai parcouru des localités du Bénin où je ne savais pas qu'il y avait tant d'efforts qui ont été fournis. Mais ça ne passe pas. Pour les populations, c'est que c'est pas ce qu'elles attendaient. Mais pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est que le travail n'a pas été mis en œuvre dans toute sa plénitude. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez à Abomey, par exemple, et que vous voulez tracer une route, il faut tenir compte des réalités sociologiques. Ici, il y a des palais royaux. Et quand vous voulez grignoter sur l'espace qui passe devant un palais royal, vous devez en parler avec le roi. Mais quand vous venez de Cotonou et vous dites, bon, écoutez, nous on est venu mettre en œuvre le PAG 1, et vous venez avec les tracteurs sans ces conciliabules-là, vous pouvez commencer par travailler, vos engins vont commencer par tomber en panne. C'est des réalités qui sont ici. Il faut en tenir compte. Donc, moi je pense que nous devons, le chef de l'État, je ne sais pas, il a dit, je l'ai écouté une fois, il disait que lui, il a le talent de recruter des talents. Moi je pense que pour les quelques années qui lui restent, il faut que il soit plus regardant sur tout ce qu'on lui propose. Ou soit, tout au moins, qu'il commence par faire le bilan. Puisque l'expérience que moi j'ai, pour avoir été des décennies dans ce métier, c'est-à-dire quand vous finissez d'être chef d'État, le lendemain, vous n'avez plus personne. Et tous ceux qui vous adulaient et qui se prosternaient devant vous, quand vous les appelez, ils ne sont plus là, ils ne sont plus disponibles. Eux, ils visent déjà le suivant. Donc, c'est le nom que le chef de l'État porte qui doit être pour lui le plus important. Puis on dira que
que ce soit bon ou mauvais, on dira que c'est lui. Oui, en votre temps, ça s'est passé. C'est toujours comme ça. Alors, M. Nago, votre vis-à-vis, parlant de ce hautement social, sans le dire directement, est allé sur un terrain plutôt très glissant, la question de l'emploi. Mais dans sa caricature, il pense que si on fait en sorte de maintenir l'existant, ça peut permettre de donner davantage à manger. Il dit qu'il y en a qui étaient là, des entreprises, à moins de travestir son idée, il est là, des entreprises qui étaient là depuis un certain temps, qui payaient leurs impôts, et puis il constate la disparition de ces entreprises, ça suppose certainement la disparition de postes et donc de travailleurs. Eh bien, d'autres viennent, et lui ne sait où, bien qu'il est enquêteur, et il travaille, il ne sait non plus là où l'argent va. Ça aussi, c'est des problèmes, non, pour le hautement social. Oui, parce que le hautement social doit avoir une base. Et la base entrepreneuriale de notre pays, c'est à protéger et à développer. Protéger, vous savez, développer. les entrepreneurs sont des gens qui ne parlent pas, en fait. Des gens qui ne parlent pas en public. Mais c'est que pour avoir fait les TP, j'en connais quelques-uns, on n'en parle pratiquement plus. C'est tellement qu'ils ont développé de mauvaises habitudes avant. Mais moi, je me rappelle, c'est pas si sur le plateau, j'ai dit, il faut les recycler. Il faut les reformer. Vous savez, ceux qui m'ont formé, ceux qui nous ont formés politiquement à bas âge, première, terminale, où j'avais appris à faire des réunions dans la brousse, dans la nuit, il y a un slogan, c'est qu'il faut bourgeoisie, on disait à bas, mais la bourgeoisie locale, c'est à développer. La bourgeoisie locale. C'est ça qui nous restera. C'est celle-là qui nous restera. Mais j'en connais ceux-là que je côtoie, non, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on nous sort des marchés, on ne nous en donne même plus. Vous avez de ces gens de témoignages. Ouais, ils sont des amis qui sont dans l'entrepreneuriat. Non, je voudrais dire que le gouvernement a besoin de les recycler, de les réformer, de leur dire ce qu'on appelle une vraie entreprise. Une vraie entreprise aussi, c'est celle qui paye correctement ses impôts et qui respecte les règles du marché public. Il faut penser que si beaucoup sont sortis, c'est certainement parce qu'ils ne respectent pas ces règles-là. Je pense que le gouvernement a raison de dire qu'il y avait de laisser aller à un moment donné et qu'il faut ramener les choses en règle. Ramener les choses en règle a obligé le gouvernement à faire que le Béninois a exploité une politique d'austérité, en fait. Politique d'austérité. Et j'ai l'habitude de donner cette image-là pour dire, l'orange, si vous pressez trop, vous allez éclater les pépins. À partir du moment où vous avez fini d'éclater les pépins, ça ne vous servira plus à rien. Et donc, le peuple béninois, vous pressez, mais il faut à un moment donné s'arrêter. C'est pourquoi le chef de l'État, il a dit, je parle du hautement social. Le hautement social, maintenant, a un nom en 2022. Du concret. Dedans, le concret là, c'est 850 milliards dont on est en train de parler. Je ne voudrais pas que ces 850 milliards finissent et qu'on continue de parler de manque de médicaments urgents dans les centres de santé. Parce que l'urgence, c'est cela. L'urgence, quand vous rentrez à l'urgence, on doit pouvoir vous traiter d'abord. Vous rentrez à l'urgence, la première chose ne serait pas de vous prescrire, de vous donner une ordonnance. Parce que j'ai vécu ça il y a à peine 2 semaines. Et j'étais là, à 9h, quand mes neveux m'appellent. J'ai dit oui. Mon neveu m'appelle, je réponds, il dit maman est morte. C'est quoi votre histoire? Maman ne m'a pas appelé hier pour dire qu'elle. Ils ont dit c'est aujourd'hui, elle a piqué une crise, on est allé à l'hôpital. Et tout ce qu'on devait lui faire, rien n'était dans notre centre de santé. Je donne le nom de santé de Bopa. Il y a des inspecteurs dans tous ces domaines, ils peuvent aller vérifier. Et les enfants ont pris la moto, le temps d'aller à Koyagwe et de revenir. Ils sont en route quand on les a appelés pour dire maman est morte. Peut-être que les infirmiers, les pauvres, ils n'ont pas eu ce qu'il faut pour lui donner les premiers soins urgents. C'est ça une urgence. Mais maintenant que nous avons 850 milliards, je ne voudrais pas qu'on termine l'année où il y a encore des centres où le minimum n'existe pas. Parce que le minimum n'existe pas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Bien avant que le régime de la rupture, on en a toujours parlé, mais voir les efforts que le régime nous a amenés à faire en tant que citoyens du peuple, en tant que contribuables du pays, ce qu'on nous a amené à faire, les fruits qui vont tomber, ce sont ces fruits-là, par exemple. C'est pourquoi qu'on dise que à la fin de ces 850 milliards de social, quand on ira dans les centres de santé, on aura le minimum qu'il faut.
pour porter les premiers soins aux malades qui vont venir, pour que les gens ne meurent pas à défaut de ce premier soin-là, parce que l'urgence n'existe pas. Si nous avons dépensé, nous avons 850 milliards à dépenser, et que nous n'avons pas le minimum dans le centre de santé, eh bien, vous n'avez pas fait du social. Vous voyez ce que je veux dire? Or, je sais que l'ambition du chef de l'État, il dit oui, il est quelqu'un, et quand il veut faire une chose, il fait. C'est peut-être aussi cette déclaration que je fais qui m'apporte parfois que les gens me disent oui, c'est vous, les défenseurs du régime. Non, moi je vois la démarche. Je vois la démarche du système et je la vois sophistiquée, très technique, alors, cette démarche-là. Et à la fin de ça, ce que j'aurais voulu, c'est que les Béninois puissent dire ah oui, on a souffert, mais on a réussi. Parce que est-ce que vous êtes déjà allé à la plage? Est-ce que vous allez à la plage et tout? Il faut suffisamment manger maintenant. Non, mais vous aller prendre de l'air. Pas parce que vous ne trouvez pas de l'argent. Mais ceux qui vont, qui sont ceux qui vont? C'est ceux qui, dans la semaine, ont bien mangé, ont mis de l'argent de côté pour pouvoir aller à la plage. Et vous savez, ceux qui découvrent la route de pêche et tout ça, l'embellissement, tout ça qui est fait là-bas, c'est alors ceux-là qui ont pu mettre de l'argent de côté dans la semaine. Mais il faut en trouver et mettre de côté, monsieur. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit. Enfin, comment pour permettre aux Béninois de mettre de l'argent de côté? Quand vous ne mangez pas, vous n'avez pas à économiser, monsieur Anangono. C'est pourquoi nous avons sorti 850 milliards. Ok, donc pour que les Béninois chacun puisse avoir le minimum de manger et que ça reste un peu, ils puissent le dimanche ou le samedi sortir, aller à la plage pour découvrir que le gouvernement est en train de faire de merveilles en ce qui concerne l'embellement de la vie. Monsieur Boris Tougan, le défi est oui, le défi est grand. Beaucoup annoncent que ce qu'on appelle aujourd'hui cherté de la vie n'est que la face cachée de l'iceberg. Le pire, c'est pour très bientôt. Alors, lorsqu'on a 850 milliards, on fait comment pour démentir les prévisions? Et vous allez conclure là-dessus? Moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas de démentir, mais que les populations se rendent compte que tout ce qui est dit n'est pas vrai. Et je vais vous donner une seule piste. Les 850 milliards sont des impôts que le contribuable va payer. Mais qu'on fasse payer ces impôts aux plus riches. Et ne pas... Parce que si vous dites, je vous donne 100 francs, et que de ma poche, vous voulez retirer 200 francs, c'est moi qui paye. Je suis le perdant. Donc, pour faire court, c'est ce qu'il y a à faire. L'option aujourd'hui doit être de faire payer les plus riches pour permettre aux plus pauvres de vivre mieux. Autre chose, de subventionner les produits pétroliers aujourd'hui. Et ça coûte cher, alors que ce sont des intrants qui entrent dans la production de la richesse. Donc, si le Nigeria a toujours subventionné les produits pétroliers, pourquoi nous? Alors que le Nigeria produit du pétrole. Donc moi, je pense que ce sont des options qui s'imposent. Ce n'est pas un choix. Moi, je pense que le chef de l'État a fini de mettre en œuvre ces réformes structurelles par rapport à l'économie. Donc, moi, je pense que ce qui reste maintenant, c'est de permettre aux populations de souffler. C'était très important pour qu'il soit porté en triomphe. Sinon, les gens vont lui demander de foncer les dinosaures qui sont autour de lui. Demain, ils deviendront les dinosaures. Merci à vous, Boris Tougan. Et votre conclusion, monsieur? Ma conclusion, c'est que l'argent étant dit que l'argent nous appartient à nous tous, les 850 milliards, tous les Béninois doivent rester vigilants pour qu'on puisse les utiliser avec les bonnes options. Et j'invite le gouvernement aussi à prendre vraiment les bonnes options pour que ces 850 milliards-là puissent profiter à tout le monde et qu'en fin de 2022, il n'y ait plus d'hôpital sans et les médicaments urgents qui permettent d'apporter les premiers soins pour peut-être sauver. Merci à vous, Georges Anangono. Merci également à vous, M. Boris Tougan, chez tous. Merci pour la disponibilité permanente. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.